Mon fils allait épouser la femme dont tout le monde disait qu'elle était la partenaire idéale. Sabrina Mercier exerçait ce genre d'effet sur les gens. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, la lumière semblait se réorganiser autour d'elle, et ce fut la première chose que je remarquai. La seconde fut qu'elle passa les 15 premières minutes chez moi à scruter les murs plutôt que de regarder mon fils. Étienne l'avait ramené à la maison pour le week-end de la Toussaint. La semaine précédente, il m'avait appelé, nerveux comme au temps où il était gamin avant un grand match de hockey, pour me dire « Papa, il faut que tu l'apprécies ». Cela en disait long. Il ne m'avait jamais demandé cela pour personne, ce qui signifiait qu'il se doutait déjà que je pourrais ne pas être convaincu. Elle franchit le seuil de ma maison à Versailles par une froide soirée de novembre, vêtue d'un manteau qui semblait coûter une petite fortune et arborant un sourire répété devant un miroir. Pas méchante, juste préparée. « Monsieur Callaway, dit-elle, Étienne m'a tant parlé de vous. Ingénieur en génie civil, cela doit être fascinant. » Elle inspectait déjà les rayonnages derrière moi en prononçant ces mots. Je lui dis de m'appeler Robert, prit son manteau et observai ses yeux se diriger vers le tableau au-dessus de la cheminée. C'était une toile de Tom Thomson, petite et sans prétention, le genre d'œuvre devant laquelle on passe dans une galerie sans savoir ce qu'on regarde. Elle ne savait pas ce qu'elle voyait, mais elle savait que ce n'était pas rien. Étienne avait 34 ans ce novembre-là. Il enseignait l'histoire dans un lycée à Saint-Germain-en-Laye et il était sincèrement doué pour cela. Ses élèves lui envoyaient des messages à chaque fin d'année scolaire. Il entraînait l'équipe junior de hockey les soirs de semaine et, chaque Noël, il conduisait 2 heures pour aller faire du bénévolat dans une banque alimentaire, une habitude prise depuis ses 11 ans, quand sa mère l'y avait obligé pour la première fois. Il était la meilleure personne que je connaisse, et je n'étais pas le moins du monde objectif à ce sujet. Sa mère était décédée d'un cancer des ovaires quand Étienne avait 13 ans. Depuis 20 ans, nous étions seuls tous les deux. Nous nous en étions sortis. Pendant le dîner, j'observais Sabrina comme j'avais l'habitude d'observer les chantiers de construction, cherchant à distance les failles structurelles. La façon dont elle ramenait chaque conversation vers elle-même sans en avoir l'air. La façon dont elle mentionna sa marque de bien-être 3 fois en 90 minutes, toujours avec un geste négligent de la main, toujours suivi d'un chiffre. Ma dernière retraite a été complète en 4 heures. Ma ligne de compléments alimentaires a très bien fonctionné le trimestre dernier. Mon audience grandit si vite que j'ai dû engager un deuxième assistant. Elle avait 700 000 abonnés sur Instagram. Elle les appelait sa communauté. Après leur départ, je restais dans la cuisine avec une tasse de thé devenue froide, songeant à ce que j'avais vu. J'avais bâti ma carrière en lisant des charges structurelles, en comprenant où se trouvait le poids, où était la tension, où tout risquait finalement de s'effondrer. Ce n'était pas une science applicable uniquement au bâtiment. Le lendemain matin, j'appelai un homme nommé Gérald Fitch. Nous avions travaillé ensemble des années auparavant lorsque je faisais un audit sur un partenaire de construction et que j'avais besoin de quelqu'un capable d'opérer discrètement. Gérald était un ancien officier de police judiciaire. 22 ans de service avant de prendre une retraite anticipée et de monter son propre cabinet à Paris. Il était minutieux, discret, et ne m'en disait jamais plus que nécessaire, sauf si je le demandais. « Gérald, dis-je, j'ai besoin que tu te renseignes sur quelqu'un pour moi. Pas d'urgence, juste en profondeur. » Il me répondit qu'il me tiendrait au courant. Les fiançailles furent annoncées en février. Étienne m'appela d'un restaurant du centre de Paris, riant de cette façon dont il riait quand son équipe marquait en prolongation, essoufflé et légèrement incrédule. Elle a dit oui, papa. Nous nous marions en septembre. Je veux que tu sois mon témoin. Je lui dis que j'en étais honoré. Je lui demandai où il avait fait sa demande, comment il se sentait. Je ne lui dis pas que le rapport préliminaire de Gérald était arrivé la semaine précédente. La marque de bien-être de Sabrina ne tenait qu'à un fil. Ses réservations de retraite avaient chuté significativement au cours de l'année. Elle devait 60 000 € à une société de production qui avait filmé ses cours en ligne. Sa voiture était en leasing. Son appartement à Paris était hypothéqué au point que la valeur nette était presque nulle. Rien de tout cela ne faisait d'elle une criminelle. Les problèmes financiers ne sont pas un défaut de caractère. J'avais moi-même eu des années difficiles à mes débuts. Ce qui me rendait prudent, c'était le schéma. Gérald avait découvert 2 relations de longue durée précédentes, toutes 2 avec des hommes issus de familles aisées. L'une avait pris fin lorsque le père de l'homme était décédé et que l'héritage s'était révélé moins important que ce que Sabrina espérait.
L'autre s'était terminé par une dissolution mutuelle incluant un paiement que Gérald qualifiait de substantiel, mais non documenté. Son frère, Kyle, avait un historique de petites combines financières qui n'avaient jamais vraiment franchi la limite du pénal. Il se présentait comme conseiller en investissement, bien que Gérald n'ait trouvé aucune trace d'enregistrement officiel. Je gardais tout cela pour moi. Étienne était amoureux. Ce que j'avais, c'était un schéma, pas une preuve, et je m'étais déjà trompé sur des gens auparavant. L'organisation du mariage occupa tout le printemps. Sabrina voulait un lieu appelé le domaine de Ravenswood, un manoir victorien reconverti dans la vallée de la Loire, surplombant les vignobles. C'était le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines de luxe, le genre d'endroit où le seul prix de la location vous faisait pleurer. Étienne vint me voir en mars. Il apporta des cafés du bistrot au coin de ma rue, sa façon à lui d'adoucir une conversation qui le stressait. Il s'assit en face de moi à la table de la cuisine, entoura sa tasse de ses mains et regarda la fenêtre un moment avant de me fixer. « Papa, je déteste demander ça, dit-il. »« Combien ?» demandai-je. Il sortit son téléphone et me montra un chiffre. Le total était de 110 000 €. Il avait 22 000 € d'épargne. Sabrina contribuait à hauteur de 15 000 grâce à sa marque. Il me demandait 73 000 €. Étienne ne m'avait jamais demandé d'argent. Ni pour l'université, ni pour son apport immobilier. Il avait contracté ses propres prêts étudiants et les avait remboursés lui-même sur 7 ans. Il était profondément mal à l'aise, assis dans ma cuisine, à me demander cela. « Tu veux vraiment ce mariage ?» demandai-je. « Je veux vraiment l'épouser, » dit-il. « Le mariage, c'est juste une journée. » Je regardais mon fils, qui pensait exactement ce qu'il disait. Pour lui, le mariage était effectivement juste une journée. Il aurait été heureux de se marier dans un jardin. Il faisait tout cela pour elle. Je fis le chèque cet après-midi-là. Je payai aussi les fleurs, le photographe et le dîner de répétition. Lorsque septembre arriva, j'avais injecté 118 000 € dans une célébration pour laquelle j'avais de très sérieuses réserves. Sabrina m'envoya une carte de remerciement avec une photo du domaine sur le devant. Elle avait signé à l'encre violette. La signature était grande et décorative, comme le sont les signatures quand quelqu'un a passé du temps à les rendre impressionnantes. Son frère Kyle commença à rôder en juillet. Il apparaissait à ma porte en début de soirée avec une bouteille de vin de glace de Niagara et une raison différente à chaque fois. Il était charmant de cette façon superficielle que certains apprennent à être, tout en chaleur et contact visuel, sans jamais rien dire de consistant. « Robert », disait-il un soir en posant le vin sur mon comptoir comme si nous étions de vieux amis. « Tu sais à quoi je pense ? À des gars comme toi qui ont travaillé dur toute leur vie et qui ont maintenant tout cet argent dormant dans des investissements conservateurs qui ne rapportent rien. Ça me tue. » Je lui dis que mes investissements allaient très bien. « Très bien, ce n'est pas de la croissance, dit-il. J'ai quelques opportunités en ce moment. Des placements privés dans l'énergie propre, du pré-IPO, le genre de choses qui a doublé pour mes clients en 18 mois. » Il se pencha. « On va bientôt être de la famille. Je prends soin de la famille. » Je l'accompagnai jusqu'à la porte. Il revint 2 fois de plus avec des variantes de la même conversation. La 3e fois, il apporta un dossier avec des graphiques. Après son départ, j'appelai Gérald. « J'ai besoin de l'image complète, dis-je, sur E2. Tout ce que tu peux trouver. » « Ça va prendre 2 semaines et ce ne sera pas donné, » prévint Gérald. « Peu importe le prix, » répondis-je. Le rapport complet de Gérald arriva 10 jours avant le mariage. Je le lus à la table de la cuisine pendant 2 heures, avec un verre de scotch à peine touché. Sabrina et Kyle avaient déjà fait cela. 3 fois documenté par Gérald, 2 fois suspecté mais non confirmé. Le schéma était cohérent. Ils identifiaient une cible via quelqu'un de vulnérable, quelqu'un de confiant et gentil, issu d'une famille aisée. Ils construisaient la relation avec soin. Kyle gérait l'angle financier, travaillant sur les parents ou les membres âgés de la famille. Sabrina gérait l'investissement émotionnel. Dans 2 des 3 cas documentés, ils avaient extrait des sommes importantes avant la fin de la relation. Dans le 3e cas, il y avait eu un mariage qui avait duré 14 mois. L'homme, un pharmacien retraité en Bretagne, avait perdu ses économies, sa résidence secondaire et 2 ans de retraite à essayer de comprendre ce qui était arrivé à ses finances.
Il avait fini par engager un expert comptable judiciaire qui avait trouvé les trous. Il avait tenté d'avertir d'autres personnes par la suite. Son avocat lui avait conseillé de ne rien dire à cause de l'accord de confidentialité qu'il avait signé. Je restais longtemps avec le dossier. Photographie, relevé bancaire, procédure judiciaire, déclaration sous serment de la fille du pharmacien. Le poids de tout cela me serrait la poitrine, et ce n'était pas à cause de l'argent. Étienne devait l'épouser dans 10 jours. J'ai pensé à aller le voir immédiatement, à l'asseoir, à ouvrir le dossier, à lui montrer chaque page. Mais j'avais vu ce qui arrivait dans ces situations. La personne amoureuse ne voit pas les preuves comme vous les voyez. Elle les voit à travers le prisme de tout ce qu'elle ressent, et tout ce qu'elle ressent lui crie que vous avez tort. Sabrina appellerait cela de la jalousie. Elle appellerait cela du contrôle. Elle parlerait d'un vieil homme incapable de laisser son fils grandir, et Étienne pourrait la croire, assez longtemps pour aggraver les choses. Alors, je fis ce que j'avais fait toute ma carrière. J'évaluai la structure. J'identifiai les points porteurs et j'attendis le bon moment pour appliquer la pression adéquate. Le dîner de répétition eut lieu au domaine le vendredi soir avant le mariage. 140 invités, des lanternes dans les chênes, un quatuor à cordes près de la terrasse, les vignes brillant dans la lumière de fin septembre. Sabrina était lumineuse dans une robe crème, se déplaçant dans la foule avec une aisance travaillée, riant au bon moment, touchant les bras des gens pour qu'ils se sentent valorisés. Je l'observais, ainsi que Kyle qui travaillait la salle différemment. Plus ciblé. Il avait identifié 3 hommes âgés parmi les invités et avait passé le cocktail à circuler entre eux. Penché, parlant doucement. Étienne était heureux. C'était la partie la plus difficile. Il était sincèrement, pleinement heureux, de la même manière qu'au jour où il avait reçu son diplôme d'enseignement, de la même manière qu'à la première fois où il avait mené son équipe de hockey à la victoire. Il traversait ce dîner de répétition comme un homme arrivé là où il essayait d'aller depuis longtemps. J'étais debout près du mur en pierre au bord de la terrasse, regardant le vignoble s'assombrir, quand il me trouva. Il ne dit rien au début. Il se tint juste à côté de moi. Puis il saisit mon bras avec ses 2 mains et je sentis sa poigne avant même d'avoir noté l'expression sur son visage. « Papa, dit-il très doucement, je dois te dire quelque chose. » Sa voix était étrange. Pas triste, pas en colère, creuse, de cette manière spécifique dont les voix deviennent creuses quand quelque chose est arraché à une personne très rapidement. « Dis-moi, dis-je. J'ai prêté mon ordinateur portable à Sabrina il y a 3 semaines car son écran était fissuré et elle avait une grosse campagne de contenu à lancer. Je viens de le récupérer cette semaine. » Il s'arrêta, regarda les vignes. Je cherchais dans mon cloud pour retrouver un vieux devoir que j'avais créé pour un élève et je suis tombé sur les journaux d'accès. Je gardai mon visage impassible. Elle a tout fouillé, dit Étienne. Compte bancaire, épargne, le dossier avec tes documents de propriété que tu m'avais envoyés par mail il y a des années, ceux d'après l'achat de ta maison de campagne. Elle a cherché ton nom une 12aine de fois. Elle a cherché le nom de ton cabinet. Elle a cherché la vente. Il fit une pause. Papa, elle sait. J'avais constitué mon cabinet d'ingénierie il y a 26 ans et je l'avais vendu discrètement en 2017 à une plus grande entreprise qui voulait notre logiciel propriétaire pour la modélisation des charges de contrainte. Je n'avais pas discuté de la vente publiquement. Je n'avais pas changé mon mode de vie de manière significative après cela. Je conduisais le même camion que je conduisais depuis 7 ans. J'habitais la même maison. Je gardais le même emploi du temps. L'argent reposait dans des investissements qui grandissaient lentement et sans cérémonie. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient que Robert Callaway, qui faisait du bénévolat au club local les jeudis soirs et faisait toujours ses courses chez le discounté du coin, valait environ 9 millions d'euros. Sabrina le savait désormais. Il y a plus, dit Étienne. Il déverrouilla son téléphone et me le tendit. Il l'avait laissé ouvert sur une série de messages entre Sabrina et Kyle qu'il avait trouvé parce qu'elle avait utilisé l'application de messagerie de son ordinateur et avait oublié de se déconnecter. Je lus la conversation. Kyle, tu as trouvé quelque chose? Sabrina, plus que ce à quoi je m'attendais. Son père a vendu le cabinet pour près de 8 millions et possède aussi des propriétés dans les Alpes. Ça vaut sûrement plus maintenant. Kyle, Étienne est au courant. Sabrina, il n'en a aucune idée. Son père ne lui a jamais dit. Il vit comme un retraité fauché exprès. Kyle, alors c'est quoi le plan?
Sabrina, on continue avec le mariage. Une fois marié, je travaillerai la relation avec le père. Je ferai en sorte qu'Étienne pousse pour une plus grande implication dans les finances. Compte joint d'abord, puis on t'introduit comme conseiller financier. J'ai déjà fait cette partie. Kyle, calendrier. Sabrina, 18 mois à 2 ans. Assez longtemps pour avoir l'air réel. Ensuite, on aura des options. Kyle, et si le père devient difficile? Sabrina, il a 63 ans et vit seul. Il y a des choses qu'on peut faire avec ça. Pas besoin d'être agressif, juste patient. Kyle, entendu. Sabrina, c'est la meilleure prise jusqu'à présent. Reste calme demain. Je lus 2 fois. La soirée d'automne était devenue très silencieuse autour de moi. Le quatuor à cordes jouait quelque chose que je ne reconnus pas. Étienne m'observait. Je lui rendis le téléphone. Je posai ma main sur son épaule. Je suis désolé, dit-il, et sa voix se brisa sur le deuxième mot. Papa, j'ai fait entrer cela dans notre maison. Je lui ai dit des choses sur toi. Je lui ai montré où tu gardais le double des clés. Stop, dis-je. Il s'arrêta. Tu es tombé amoureux de celle que tu pensais qu'elle était. Ce n'est pas une erreur. C'est juste être humain. Je gardai ma main sur son épaule. Écoute-moi maintenant. Peux-tu retourner là-dedans et tenir jusqu'à ce soir? Agis comme si rien n'avait changé. Il regarda la porte. Pendant un instant, dans ma mémoire, il avait à nouveau 22 ans, debout devant les urgences pendant que sa mère était à l'intérieur, essayant de se contenir. Oui, dit-il. Alors fais cela, et demain matin, laisse-moi gérer ce qui suivra. Il s'essuya les yeux, redressa sa veste. Tu as un plan, n'est-ce pas? J'en ai un depuis Noël, répondis-je. Il rit, un son bref et surpris. Bien sûr que tu en as un. Nous retournâmes à l'intérieur ensemble. Il revint aux côtés de Sabrina, elle prit son bras et lui sourit, et je vis son visage rester composé et stable, et je n'avais jamais été aussi fier de lui. Cette nuit-là, après le départ des invités et le retrait de Sabrina et de ses demoiselles d'honneur dans les suites réservées, je passai 3 appels. Le premier fut pour Gérald Fitch. J'ai besoin que tout soit compilé et imprimable pour demain matin, 7 heures, dis-je. Documents, photographies, la déclaration du pharmacien, tout organisé pour que quelqu'un qui n'a jamais vu cela puisse comprendre en 5 minutes. Gérald dit qu'il serait au domaine à 6h30. Le second appel fut pour une avocate nommée Patricia Wang. Je travaillais avec Patricia depuis 15 ans. Elle était précise et calme, avec une capacité à rendre les choses complexes très simples en public. Patricia, dis-je, j'ai besoin de toi à la vallée de la Loire demain. Amène ton assistante si tu peux la joindre ce soir. J'arrête un mariage. Elle resta silencieuse un moment. Veux-tu que je pose des questions maintenant ou plus tard? Plus tard, c'est parfait, dis-je. Le troisième appel fut pour une journaliste nommée Donna Reyes. Elle avait couvert une affaire de fraude financière dans laquelle j'avais été impliqué de loin quelques années auparavant, et elle l'avait fait avec minutie et équité. Je faisais confiance à son jugement. Donna, dis-je, j'ai une histoire qui implique de la fraude et une tentative d'escroquerie ciblant un professionnel retraité et une famille qui a fait cela à plusieurs personnes à travers le pays. Je peux te donner tout ce qui est documenté et officiel, mais tu dois être sur place demain matin à 10h. Elle me répondit qu'elle partirait à 7h. Je ne dormis pas de la nuit. Je m'assis dans le salon de la petite suite que j'avais réservée et je relus le dossier de Gérald une dernière fois, réfléchissant à la bonne façon de faire ce qui devait être fait. Il existe un type de colère spécifique qui ne ressemble pas à de la colère vue de l'extérieur. Je l'avais ressenti 2 fois auparavant dans ma vie professionnelle. Les 2 fois, quelqu'un avait agi délibérément de mauvaise foi sur un projet dont dépendaient d'autres personnes. Cela ne me faisait pas élever la voix. Cela me rendait très calme et très concentré. Comme un niveau à bulles trouvant son horizontale sur une surface que l'on sait déjà inclinée. Je ressentais cela maintenant. Le matin du mariage, Étienne me trouva dans la petite salle de conférence du domaine à 8h. Gérald était là avec ses dossiers imprimés. Patricia était arrivée avec son assistante. Étienne avait l'air de ne pas avoir dormi, ce qui était vrai, mais il était stable. Elle m'a envoyé un message de bonjour, dit-il, un emoji cœur,
une photo d'elle dans la suite nuptiale en train de se faire maquiller. Comme si tout était parfaitement normal. C'est comme ça que ça marche, dis-je. Je sais, dit-il. Il regarda les dossiers de Gérald sur la table. C'est suffisant? C'est plus que suffisant, dit Patricia. Elle lisait déjà l'un des exemplaires. Il y a des implications pénales de fraude ici qui vont bien au-delà de l'action civile. Les invités commencèrent à arriver au domaine à 10 heures. La cérémonie était prévue pour midi dans le jardin. Sabrina apparut brièvement sur le balcon supérieur dans sa robe de mariée à 10h30 pour saluer les arrivants. La robe était extraordinaire. Je pensais aux 60 000 € qu'elle devait à la société de production. Kyle circulait parmi les invités. Je l'observais depuis l'autre côté du jardin. Il travaillait le même groupe d'hommes âgés qu'il avait ciblé au dîner de répétition. À 11h45, je marchais vers l'avant de l'espace de cérémonie où les chaises blanches étaient presque pleines et où l'officiant rangeait ses notes au pied de l'arche décorée. La coordinatrice du mariage, une jeune femme nommée Britt qui gérait chaque détail depuis des mois, s'avança pour m'intercepter avec l'expression de quelqu'un dont le plan minutieux est sur le point d'être perturbé. « Monsieur Callaway, dit-elle, la cérémonie est sur le point de... » « Je sais, dis-je. Je suis désolé pour ce que je vais faire à votre après-midi, et je suis sincère. Je passai devant elle. Il y avait un micro sur pied près de l'avant, réservé aux mots d'accueil de l'officiant. Je le pris. Les conversations dans les chaises blanches s'éteignirent, comme s'éteignent les discussions lorsqu'un événement inattendu survient. Bon après-midi, dis-je. Mon nom est Robert Callaway. Je suis le père d'Étienne et son témoin. Et j'ai besoin de quelques minutes de votre temps avant que nous ne procédions. 140 visages, certains confus, d'autres amusés. Je pouvais voir Sabrina près de l'entrée du jardin, à mi-chemin de l'allée, le bras de son père passé dans le sien, son expression passant de la surprise à l'alarme. Je pouvais voir Kyle au fond. Il avait cessé de bouger. Ce mariage n'aura pas lieu aujourd'hui, dis-je. Je veux expliquer pourquoi, et je veux le faire clairement. Parce que certains d'entre vous sont des gens que Sabrina et son frère Kyle travaillent depuis un moment, et vous méritez de savoir ce qui se passe. La voix de Sabrina trancha à travers le jardin. Étienne. Étienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Que fait ton père? Étienne était debout sur ma gauche, à 6 mètres d'elle. Je sais, Sabrina, dit-il, calme et clair. J'ai lu les messages. Je connais le plan. Je sais ce qui est arrivé en Bretagne. Tout. Sa contenance ne s'effondra pas d'un coup. Elle se fractura, comme un pare-brise, la forme tenant un instant avant qu'on ne puisse voir qu'elle était déjà brisée. Ces messages sont privés, dit-elle. Tu as fouillé dans mes messages privés. Ils étaient sur mon ordinateur, dit Étienne. Mon application de messagerie. Tu as oublié de te déconnecter. Je posai le micro et parlais d'un ton normal. Le jardin était totalement silencieux maintenant. Sabrina et son frère ont fait cela 3 fois avant aujourd'hui, dis-je. Chaque fois, la cible était une personne confiante issue d'une famille aisée. Dans un cas, un pharmacien retraité a perdu ses économies, ses biens et 2 ans de sa vie à démêler ce qui lui avait été fait. Il est ici aujourd'hui. Je fis un geste vers un homme au 3e rang, un homme calme aux cheveux gris nommé Howard, que Gérald m'avait aidé à localiser, et qui était venu de Bretagne ce matin. Il a signé un accord de confidentialité, c'est pourquoi vous n'avez jamais entendu son nom publiquement. Mais il est prêt à être identifié maintenant. Howard se leva. Il ne dit rien. Il resta juste debout. Kyle se dirigeait vers la sortie de côté. 2 hommes à qui j'avais parlé la veille, d'anciens collègues à moi qui étaient invités au mariage, se mirent sur son chemin. Ils étaient tous 2 plus corpulents que Kyle. La documentation est disponible pour quiconque souhaite la voir, dit Patricia en s'avançant. Je suis Patricia Wang, l'avocate de Monsieur Callaway. Nous avons des relevés bancaires, des dossiers judiciaires, des déclarations sous serment et des communications enregistrées, incluant des messages entre Mademoiselle Mercier et son frère décrivant leurs plans spécifiques pour cette famille. La police a été prévenue et attend notre plainte formelle cet après-midi. La mère de Sabrina s'était éloignée de sa fille. Le père de Sabrina avait la main sur la bouche. Vicky, dit son père. Cela ressemblait à une question dont il connaissait déjà la réponse. Papa, c'est fabriqué. Il a de l'argent.
Il a engagé des gens pour. Les messages sont dans tes propres mots, Sabrina, dit Étienne. Ceux où tu appelais cela la meilleure prise jusqu'ici. Ceux où Kyle demandait quoi faire si mon père devenait difficile. Ceux où tu disais qu'il y a des choses qu'on peut faire avec ça. Quelqu'un dans la foule dit quelque chose à voix basse. Puis un autre. Un téléphone apparut, puis d'autres. Donna Reyes était debout au fond du jardin avec un bloc-notes. Elle était arrivée juste avant midi. Ce qui suivit fut une forme de chaos soutenu qui dura la majeure partie de l'après-midi. Sabrina passa par plusieurs versions de sa réponse, commençant par le déni et finissant quelque part dans une justification larmoyante, ce qui fut très mal perçu par les invités. Kyle fit 2 tentatives de départ avant que la déclaration soigneusement formulée de Patricia sur les procédures juridiques imminentes ne le convainque de rester. Les parents de Sabrina restèrent assis sur les chaises blanches longtemps après que la plupart des invités furent partis, parlant à voix basse. Sa mère pleura. Son père ne pleura pas. Howard, de Bretagne, me serra la main avant de partir. Il était calme et possédait la dignité attentive de quelqu'un qui avait passé des années à attendre que quelque chose semble terminé. Je suis désolé que cela ait pris si longtemps, dis-je. Vous les avez arrêtés, dit-il. C'est ce qui compte. L'article de Donna fut publié 2 jours plus tard. Il était prudent, parfaitement documenté et nommait les personnes. Le pharmacien avait accepté d'être identifié pour la première fois. 2 autres personnes se manifestèrent la semaine suivante avec des expériences dont elles avaient eu peur de parler. Le dossier policier fut ouvert dans les 30 jours. Les autorités financières entamèrent leur propre examen des activités de Kyle. Le processus fut lent et bureaucratique, comme le sont toujours les procédures juridiques, et il fallut une bonne partie de l'année avant que les accusations ne soient formellement portées. Mais elles le furent. Étienne et moi rentrâmes ensemble en voiture le soir du mariage. C'était un dimanche et l'autoroute était calme, les vergers sombres de chaque côté, le fleuve formant une ligne grise et plate au nord. Il était resté très immobile pendant la dernière heure de l'après-midi, et il était toujours immobile à présent. J'ai choisi les fleurs, dit-il finalement. J'ai passé 2 heures chez le fleuriste en avril à regarder des exemples. J'étais si heureux de le faire. Je n'arrêtais pas de penser, voilà ce qu'est l'amour, se soucier de choses dont on ne s'était jamais soucié auparavant. Cette partie était réelle, dis-je. Ce que tu as ressenti était réel. Ce qu'elle faisait, ne l'était pas. Il resta silencieux un moment. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'argent, dit-il. De tout ça? Ton cabinet, la vente, toutes ces années? J'avais réfléchi à la façon de répondre à cela depuis longtemps. Quand ta mère est morte, tu avais 13 ans, dis-je. Et j'ai pris une décision. Je ne voulais pas que tu grandisses comme le fils d'un homme riche. Je ne voulais pas que tu navigues dans le monde à travers ce prisme, toujours incertain de la raison pour laquelle les gens voulaient être près de toi. Je voulais que tu deviennes toi-même par tes propres efforts, à tes propres conditions. Tu l'as fait. Tu es devenu exactement celui que j'espérais. Étienne regarda par la fenêtre. Je suis devenu quelqu'un qui a failli épouser une arnaqueuse, dit-il. Tu es devenu quelqu'un qui a choisi une personne pour ce qu'elle semblait être, dis-je. Ce n'est pas une faute. C'est juste l'amour qui rend une personne vulnérable, comme il est censé le faire. Il resta silencieux pendant encore quelques kilomètres. Elle a dit une fois qu'elle aimait à quel point j'étais simple, dit-il. Elle le pensait comme un compliment. Je l'ai pris comme un compliment. Mais je pense qu'elle voulait dire que j'étais facile à manipuler. Tu n'es pas simple, dis-je. Tu es confiant. Il y a une différence. Et je préfère que tu restes confiant plutôt que de devenir quelqu'un qui ne peut plus l'être. Il hocha lentement la tête. Nous fîmes le reste du chemin dans le silence confortable que nous avions construit entre nous depuis 30 ans. Dans les mois qui suivirent, je devins plus public à propos de l'affaire que je ne l'avais prévu. Patricia géra les procédures civiles avec son efficacité habituelle. La fille d'Howard, qui avait vu son père passer des années à se remettre de ce qu'il avait subi, écrivit quelque chose en ligne sur l'enquête qui fut partagée des milliers de fois. 3 familles dans la région nous contactèrent pour dire qu'elles reconnaissaient le schéma. Je donnai une interview à Donna au journal, et je fus aussi direct que possible. Je parlais de la mécanique de l'escroquerie et de comment elle fonctionnait parce qu'elle ciblait les meilleures qualités des gens, leur capacité à aimer, leur volonté de faire confiance, leur instinct de croire que la personne qu'ils avaient choisie les avait choisis en retour.
Je parlais de la fraude financière ciblant les aînés en particulier, car j'étais conscient que tout ce qui avait été prévu pour moi était une version de ce qui avait déjà été fait aux autres. Le stratagème concernant la procuration et les questions fabriquées sur ma capacité mentale n'étaient pas inhabituels. C'était arrivé à des gens avec moins de ressources que les miennes pour se défendre. Donna écrivit une suite qui incluait les coordonnées des centres de lutte contre la fraude. Cet article atteignit quelqu'un dont la mère était au milieu d'une situation similaire. Elle appela le numéro. La situation fut stoppée avant qu'elle ne progresse. Je ne sais pas pourquoi j'ai mentionné cela. Je suppose que cela semble pertinent par rapport à la suite des choses. Étienne prit le semestre d'automne pour se remettre. Il allait toujours à l'école chaque matin, entraînait toujours au hockey les mardis soirs, mais il était plus calme que d'habitude, plus prudent sur les choses qu'il tenait pour acquises, et je lui laissais le temps pour cela. En janvier, il m'appela pour me dire qu'il avait rencontré quelqu'un. Elle travaillait à l'autorité de conservation, gérant des projets de restauration de sentiers. Elle s'appelait Claire. Elle conduisait un camion avec de la boue sur les passages de roues et elle faisait du bénévolat lors d'un nettoyage de sentiers les mêmes soirs où il entraînait au hockey, ce qui fut le début de leur conversation. Il l'amena dîner en février. Elle arriva avec une bouteille de cidre local et un sac de pommes d'un stand de ferme près de chez ses parents. Elle me demanda comment j'avais rencontré la mère d'Étienne. Elle me posa des questions sur le travail d'ingénierie que j'avais fait sur un pont dans le nord du pays sur lequel elle avait marché lors d'un voyage en camping. Elle ne regarda pas une seule fois les murs. Après leur départ, je restais debout dans ma cuisine et la maison était calme de cette manière où elle est calme quand tout va vraiment bien, plutôt que simplement intacte. Les accusations contre Sabrina et Kyle furent portées au printemps. L'audience préliminaire eut lieu en juin. Étienne témoigna. Il fut clair et méthodique et minutieux, de la manière dont les bons enseignants sont minutieux, et le juge le remercia pour la qualité de sa préparation. Howard, de Bretagne, témoigna aussi. Pour la première fois publiquement et sans l'accord de confidentialité, qui avait été déclaré inapplicable dans ces circonstances. Il fut digne et précis. Et quand il décrivit à quoi avaient ressemblé les 2 dernières années de sa retraite, la salle d'audience resta très silencieuse. Le procès fut fixé à l'automne suivant. En juillet, Étienne et moi conduisîmes jusqu'à la maison de campagne que Sabrina avait trouvée dans mes fichiers de propriété. Nous y allions depuis qu'il était enfant. Nous sortions le canoë le matin, pêchions maladroitement sans en parler, faisions du café sur le réchaud et lisions des livres sur le ponton l'après-midi. Claire vint pour le 2e week-end. Elle apporta des bâtons de randonnée et une carte des sentiers et nous emmena sur une boucle de 12 km que nous n'avions jamais trouvée seuls. Le dernier soir, nous étions assis tous les 3 sur le ponton et regardions le soleil se coucher derrière la ligne d'arbres au loin. Les plongeons appelaient quelque part à travers l'eau, le genre de son qui appartient à cet endroit spécifique et à aucun autre. Tu sais à quoi je pense parfois, dit Étienne. Qu'elle a trouvé cet endroit dans mes fichiers et qu'elle savait combien il valait, et que pourtant, ce n'était qu'un chiffre pour elle. Pas un lieu. Juste un chiffre. Certaines personnes ne savent voir les choses que de cette façon. Claire dit, est-ce que cela te rend triste de savoir que certains sont comme ça? Il y réfléchit. Un peu. Mais surtout, ça me rend heureux de ne pas être comme eux. Il tendit la main et prit la sienne, et je regardai l'eau et sentis quelque chose se stabiliser dans ma poitrine qui était restée instable depuis novembre de l'année précédente. Je pensais à l'appel que j'avais passé à Gérald la semaine après ce premier dîner de Thanksgiving. Les 2 mois de silence à attendre. Le dossier avec lequel je m'étais assis dans ma cuisine. Le matin au domaine quand j'avais pris le micro et que 140 personnes s'étaient tournées pour me regarder. Je ne suis pas un homme qui aime l'attention. Je ne suis pas un homme qui a besoin d'être connu comme quelqu'un ayant de l'argent ou des relations ou une histoire qui mérite d'être racontée. J'avais fait des choix sur de nombreuses années pour vivre simplement, pour me déplacer discrètement, pour être sans importance de toutes les manières où il est sûr de l'être. J'avais fait cela pour de bonnes raisons et je referai les mêmes choix. Mais il y a une limite à se cacher. Il y a un point où le calme que vous avez construit pour vous protéger devient la vulnérabilité elle-même. Au moment où Sabrina Mercier lut l'historique de mon dossier sur l'ordinateur de mon fils et comprit que je valais plus que ce que je paraissais, tout ce que j'avais caché devint quelque chose qui pouvait être utilisé contre nous. La vérité, une fois dite publiquement, eut l'effet inverse. Elle devint une armure au lieu d'une exposition. L'histoire fut documentée et consultable, et elle s'attacha à leur nom comme les dossiers s'attachent.
Toute future cible la trouverait avec une recherche. Ce n'est pas pour cela que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que mon fils était debout dans un jardin, serrant un téléphone de main tremblante et que j'avais promis de gérer ce qui suivait. Je l'ai fait parce qu'Howard, de Bretagne, avait passé 2 années de sa retraite du mauvais côté de quelque chose qui aurait dû être stoppé des années plus tôt. Je l'ai fait parce que Sabrina avait écrit les mots « Il y a des choses qu'on peut faire avec ça », puis était allée se coucher et avait dormi paisiblement, s'était réveillée et avait envoyé un emoji cœur à mon fils. Je l'ai fait parce que c'était la chose à faire et que j'en avais les moyens, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Sabrina reçut une peine de 4 ans. Kyle reçut 3 ans. Les actifs qu'il détenait, qui se révélèrent être plus importants que ce que Gérald avait initialement trouvé, furent saisis et utilisés pour le dédommagement des personnes qu'ils avaient escroquées. La restitution d'Howard ne couvrit pas totalement ce qu'il avait perdu, mais couvrit plus que ce qu'il espérait. Un vendredi soir d'octobre, exactement 1 an après le dîner de répétition, Étienne vint dîner. Claire vint aussi. Maria avait préparé un poulet au beurre, ce qu'Étienne avait toujours demandé pour les anniversaires et les soirées importantes. Nous mangeâmes à la table de la cuisine avec la fenêtre ouverte car il faisait encore assez chaud pour cela. L'érable au fond du jardin virait à ce rouge profond qu'il prend en octobre avant de lâcher ses feuilles. Elle l'a appelé la meilleure prise jusqu'à présent, dit Étienne de nulle part. Nous parlions de toute autre chose. Il posa sa fourchette. Dans les messages. C'est ce qu'elle disait sur nous. La meilleure prise jusqu'ici. Je sais, dis-je. Et tu avais déjà tout le plan prêt. Gérald, Patricia, Donna. Depuis janvier, dis-je. Il secoua la tête lentement. Pas d'incrédulité. Quelque chose de plus proche de l'émerveillement. Tu étais à chaque réunion d'organisation du mariage. Tu as apporté les fleurs depuis la ville le matin même parce que le camion de location était tombé en panne. Tu as passé 3 semaines à discuter avec le domaine à propos de la situation du stationnement. La situation du stationnement était un problème légitime, dis-je. Il rit. Claire rit. Tout ça, dit-il. Et tout le temps, tu attendais juste. J'espérais que j'avais tort, dis-je. C'est la réponse honnête. Chaque semaine, j'espérais que tu me montrerais quelque chose qui signifiait que le dossier était inutile. Tu ne l'as jamais fait. Mais j'ai continué à espérer. Il resta silencieux un moment. Comment as-tu appris à être si patient? J'y réfléchis longuement. Ta mère, dis-je. Quand elle était malade, il y a eu une longue période où tout ce que nous pouvions faire était attendre et regarder et être prêt à réagir à ce qui suivait. On ne peut pas précipiter ces choses. On peut seulement être présent pour elle. Étienne hocha la tête. Dehors, l'érable bougea sous le vent du soir. Je pense que Claire pourrait être la bonne, dit-il. Pas pour moi spécifiquement, juste pour la table. Je sais, dis-je. Claire le regarda, me regarda et ne dit rien, ce qui fut la réponse parfaite. Nous restâmes assis dans la cuisine jusqu'à ce que la bougie se consume. Puis Étienne et Claire rentrèrent chez eux et je fis la vaisselle, j'éteignis la lumière de la cuisine et je restai un moment dans l'obscurité de la maison où j'avais vécu tranquillement pendant 20 ans. Je pensais à Howard, de Bretagne, qui prévoyait un voyage au Canada au printemps. Je pensais à Donna Reyes, dont la série sur la fraude financière ciblant les Canadiens âgés avait été présélectionnée pour un prix. Je pensais à Étienne qui trouverait un chemin pour avancer parce que c'était ce qu'il était. Je pensais à ce genre spécifique de personnes qui traversent le monde en traitant la confiance des autres comme une ressource à extraire, qui se réveillent le matin et calculent, qui regardent une cuisine remplie d'années et ne voient que des chiffres sur un grand livre. Je ne détestais pas ces personnes. Je comprenais, de la même façon que l'on comprend une rupture structurelle, que quelque chose n'avait pas été construit en elle ou avait été retiré avant de pouvoir se fixer. Je ne les pardonnais pas. Le pardon n'était pas requis. Ce qui était requis, c'est qu'elles affrontent les conséquences. Et c'était fait. Je montai à l'étage et je dormis bien. Et au matin, je fis du café, le pris sur la marche du fond et regardai l'érable lâcher ses dernières feuilles dans la lumière matinale, le jardin devenant doré, calme et ordinaire, de toutes les manières que j'avais toujours préférées.